Cet événement est organisé par le commandement de la cyberdéfense avec le soutien de CEIS, avec pour objectif de décloisonner les sujets de réflexion autour des questions de cyberdéfense entre le ministère, le monde académique, les instituts de recherche et le secteur privé. Alors le thème de cette année porte sur le post-digital. Alors vous me direz pourquoi parler de post-digital alors qu'on n'a jamais autant parlé de numérique et d'usage numérique à l'occasion de cette crise? Tout simplement parce que cette crise a également montré une véritable accélération de la transformation numérique. Le numérique est désormais omniprésent dans tous nos usages privés, nos usages professionnels, à tel point qu'on ne peut plus le débrancher, que l'on ne peut plus séparer processus physique et processus numérique, et que donc finalement cette crise Covid annonce peut-être une nouvelle ère un peu hybride, ni totalement physique, ni totalement digitale, avec toutes les opportunités que cela comporte, mais aussi avec tous les risques. Et donc le séminaire de cette année est finalement un peu à l'image de cette nouvelle ère, mi-physique, mi-digitale, hybride donc, et comportera donc 3 webinars de 2 heures, de 9 heures à 11 heures, aujourd'hui, demain et après-demain, avec une première session aujourd'hui consacrée à un rétex post-Covid, un deuxième demain sur les technologies clés de cette ère post-digitale, et puis un troisième jeudi où nous verrons les grands défis de cette nouvelle ère post-digitale. Et pour commencer, donc, nous accueillons sur le plateau le colonel Philippe de Montenon. Mon colonel, vous êtes commandant de la cyberdéfense adjoint. Et pour lancer ce webinaire, peut-être une première question sur comment le ComCyber a vécu cette crise Covid. Oui, merci de votre accueil. Donc effectivement, je représente aujourd'hui le général Tisser qui lui sera présent demain, le commandant de la cyberdéfense. Nous sommes très heureux que cet événement ait pu se tenir malgré tout. C'est très important pour nous que la vie reprenne, y compris cette vie d'échange d'informations et de points de vue autour de l'avenir de la vie numérique, de la cybersécurité. Nous en tirons beaucoup, nous, au sein du commandement de la cyberdéfense, et puis nous sommes heureux de faire partager nos préoccupations. Donc merci Guillaume, merci CES d'avoir tenu bon et organisé ça sous cette forme qui innove et dont nous espérons qu'elle sera pleinement productive. Alors la crise Covid, vue de la cyberdéfense, vue du commandement de la cyberdéfense, d'abord un mot pour rappeler ce que c'est que la mission du commandement de la cyberdéfense. C'est assurer la défense des systèmes d'armes et de l'ensemble des systèmes d'information du ministère des Armées, et aussi participer et mener les opérations dans le cyberespace, puisque la France fait partie des nations qui en mènent, et aussi préparer l'avenir, puisque en fait nous avons commencé les opérations défensives et aussi offensives, et que dans le même temps nous faisons croître une capacité qui est la cyberdéfense, qui par exemple sur l'échelle de la loi de programmation militaire entre 2019 et 2025 passe de 3500 à 4500 cybercombattants dans le ministère. Donc, avec ces responsabilités, nous étions déjà pleinement opérationnels au moment où cette crise a frappé, avec des défis très importants, et je vois qu'on va en parler dans le séminaire. Le premier d'entre eux, c'est le télétravail. Comment on passe de très peu de gens qui télétravaillent à plusieurs dizaines de milliers de personnes qui télétravaillent dans le ministère? Comment peut-on permettre de prendre les bonnes habitudes et de faire ça en sécurité? Et le ministère des Armées a particulièrement besoin de pouvoir continuer à communiquer en sécurité. Donc beaucoup de défis, avec aussi une crainte qui existait au début de la crise, que nous puissions être plus attaqués que d'habitude, voire éventuellement ciblés sur certaines de nos capacités clés. Nous sommes heureux de pouvoir dire que nos moyens de défense ont été au rendez-vous, que nous n'avons pas eu à subir d'attaques majeures. On a vu, comme beaucoup d'entreprises, j'imagine, et je serais content d'avoir les témoignages des participants, une recrudescence de la cybercriminalité. La cybercriminalité fait son miel de situations comme le Covid-19. Ça nous a appris énormément de choses. Je pense qu'on en tirera des enseignements sur la suite, comment mieux se protéger, comment se doter des bons outils. On souhaite aussi partager ces enseignements avec le monde privé, avec bien sûr nos camarades de l'ANSSI qui sont dont nous sommes le prolongement dans le monde de la défense, mais enfin qui font ça à l'échelle de l'État, et puis aussi avec nos partenaires étrangers. Nous sommes heureux d'avoir pu maintenir des partenariats qui sont assez essentiels, et certains de nos partenaires d'ailleurs sont encore complètement plongés dans la crise, donc il faudra plusieurs mois sans doute pour y voir clair et tirer tous les enseignements. Merci beaucoup mon colonel.
Merci colonel et merci à vous aussi Sébastien Bombal. Vous êtes donc chef du pôle stratégie du ComCyber. Merci à tous les deux donc, de nous avoir fait confiance cette année encore pour organiser la 4e édition de cet événement. Alors je vais vous laisser peut-être introduire le sujet et la thématique de ces 3 séries de webinaires. D'abord une petite question peut-être. Ce sujet, on en a parlé, on parle du post-digital à l'heure du tout numérique. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour le ministère des Armées ? En fait, je pense que c'est un défi, c'est-à-dire d'arriver à se projeter dans ce que sera finalement ce cyberespace, ce milieu dans lequel opère le ComCyber, et d'arriver à identifier finalement quelles sont les tendances, quelles sont effectivement ces évolutions du milieu, aussi bien dans l'emploi, dans l'usage, dans les tendances de technologie, et puis bien sûr tout le contexte géopolitique qui l'accompagne. Voilà. Pour nous, il s'agit d'arriver à identifier qu'est-ce que sera ce monde de demain, dans lequel nous a aussi un peu précipité finalement cette crise économique et sanitaire, et qui pour nous va être probablement un changement majeur dans ce milieu dans lequel nous devons opérer. Merci beaucoup Sébastien. Alors avant de... Guillaume, tu as peut-être une petite question oui, peut-être une question sur cet environnement post-digital et notre dépendance au numérique. Quelles conséquences, clairement, sur les opérations militaires aujourd'hui ? Alors, il est encore un petit peu tôt pour en tirer toutes les conclusions. Néanmoins, on voit effectivement des tendances de fond qui se sont opérées pendant cette crise, y compris pour le ministère des Armées. Le premier, très clairement, c'est l'usage du cloud. C'est quelque chose qui était encore assez nouveau dans l'État. Il y a bien une stratégie du cloud qui est portée par la direction interministérielle numérique et qui avait été prolongée pendant l'ambition numérique portée par Florence Parly il y a à peu près 1 an et demi maintenant, et pour lequel, effectivement, derrière, a été déclinée une stratégie sur le cloud. Et comme toute stratégie, effectivement, il y avait un temps qui n'était peut-être pas celui de l'arrivée de la crise Covid et dans lequel, effectivement, on a dû se projeter très, très vite avec, effectivement, des besoins en termes de télétravail qu'il a fallu pouvoir combler, qui n'étaient pas forcément prêts avant la crise. Et puis, derrière, effectivement, la prise de conscience que pour des choses qui peuvent être des activités de soutien pour le ministère, telles que le recrutement, par exemple, il a fallu faire des changements assez importants et passer dans des recrutements pour le coup hybride et numérique, mi-physique, mi-numérique, qui est effectivement un changement d'état d'esprit dans le cadre du ministère. Alors c'est un exemple sur le recrutement, mais on a eu plein d'autres métiers dans les activités du ministère, y compris dans les forces, qui ont dû s'adapter pendant cette crise. Et effectivement, le cloud a été une des tendances qui a été révélée pendant cette crise. Après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles, effectivement, on a aussi pris conscience. On pourrait parler des logiques d'approvisionnement, par exemple. Le fait, effectivement, de devoir gérer en urgence un approvisionnement peut-être de PC portables, de clés de connexion crypto, de VPN. Ce ne sont pas des approvisionnements numériques, mais ce sont aussi des approvisionnements physiques. Physiques, mais pour permettre effectivement ce numérique, nous on parle d'équipements assez majeurs en termes de volumétrie pour nous. Et voilà, ce sont des chaînes de soutien qui ont aussi été présentes avec la DIRISI au sein du ministère. On pourrait en citer d'autres, mais c'est juste pour vous donner quelques clés. Donc ça a été une transformation pour nous très rapide, et on est en train effectivement aujourd'hui finalement d'en tirer les conséquences pour que nos nouvelles applications, finalement tous nos projets de transformation numérique rentrent pleinement dans ce cloud, avec effectivement toutes les problématiques qui sont inhérentes en plus à notre contexte, telles que effectivement la classification de la donnée et des usages qui sont assez spécifiques. Merci Sébastien. Écoutez, merci à vous deux pour cette introduction. Je pense que le sujet du cloud, de toute façon, sera un sujet un peu clé dans nos trois webinaires, avec toutes les questions derrière de sécurité et de souveraineté que cela peut poser. Et on aura à cette occasion d'ailleurs des témoignages du secteur privé qui sont, je pense, très, très intéressants. Donc merci à vous deux. Je propose maintenant qu'on regarde une courte vidéo d'introduction au sujet avant de lancer notre table ronde. La crise Covid-19 a accéléré la digitalisation de toutes les activités humaines. En France, le télétravail a été multiplié par 7 pour atteindre 20 millions de télétravailleurs pendant le confinement. De nouvelles formes de sociabilité et de loisirs ont également émergé. Les compétitions de e-sport ont fait carton plein, tandis que les plateformes de streaming ont connu des records d'affluence. Au cœur de nos vies professionnelles et personnelles, les réseaux sociaux ont permis aux 3 milliards d'individus confinés de maintenir les liens humains. Côté médecine, les téléconsultations qui peinaient à s'imposer ont atteint en avril le chiffre record de 1 million en France. Les paiements sans contact, dont le plafond a été relevé, ont eux aussi explosé.
de même que les solutions de transfert d'argent entre particuliers. Même si ces usages ne survivront pas tous à la fin de la crise, le digital sera demain encore plus présent dans nos usages privés et professionnels. Processus numériques et physiques ne feront plus qu'un. Le digital sera aussi naturel que l'oxygène que l'on respire. C'est l'ère post-digitale. Les défis de cette nouvelle ère seront nombreux. Au plan opérationnel, l'intrication croissante du monde physique, du cyberespace et du vivant augmente en effet la surface d'exposition au risque. De la même façon, il complique largement le retour au mode dégradé. Sécurité et sûreté sont désormais intimement liées. Au plan stratégique, la mondialisation et les logiques d'écosystème font apparaître de nouvelles dépendances. Dépendance à des flux numériques, mais aussi à des flux physiques, comme l'a rappelé la crise Covid. Quels enseignements tirer de la crise Covid en matière d'usage, de numérique et de cybersécurité? Quelles sont les technologies qui contribuent à ce nouveau monde hybride, ni totalement physique, ni totalement digital? Quels sont les défis et solutions de cette ère post-digitale? Bien, retour sur le plateau pour notre table ronde. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants en mode présentiel. Donc, Franck Bodino, vous êtes médecin, fondateur de la société H4D qui est spécialisée en télémédecine. Vous nous parlerez donc de télémédecine, qui est un usage qui a explosé véritablement pendant cette crise. Nous avons également le plaisir d'accueillir Camille Rabineau. Vous êtes consultante, vous accompagnez des grands groupes dans les nouvelles façons de travailler. Il n'y a pas d'ailleurs que le télétravail, il y a beaucoup d'autres façons et modes de travail qui émergent. Et vous êtes intervenu pour de nombreuses entreprises françaises qui aujourd'hui s'interrogent sur ces nouveaux modes de travail. Nous avons également en ligne, si la connexion s'est bien faite, c'est parfait. La technique est au rendez-vous. Donc nous avons Jean-Christophe Lessy, bonjour. Vous êtes partenaire et directeur au Boston Consulting Group, en charge des questions de transformation numérique. Vous avez été également le DSI de l'année 2019, lorsque vous étiez DSI de Veolia. Et donc, on aura avec vous un retour d'expérience côté privé, côté grand groupe notamment, sur la façon dont les entreprises ont géré cette crise au plan numérique. Nous avons également en ligne Benjamin Delubac. Bonjour. Vous êtes RSI et RSSI du groupement hospitalier Alpes-Isère. Et donc, vous nous indiquerez comment un groupement hospitalier comme le vôtre, gros groupement hospitalier, a pu vivre cette crise avec évidemment une double problématique, comme toutes les organisations, une problématique de continuité et puis évidemment, en raison de la nature sanitaire de la crise, comment vous avez également pu vivre cette crise avec des exigences de continuité particulières. Donc voilà pour nos intervenants. Alors l'objectif de cette première table ronde, comme je le disais en introduction, c'est de faire le point sur les usages qui ont émergé, ceux qui ont véritablement explosé pendant le confinement. Donc on parlera de télétravail, on parlera de télémédecine, mais aussi de faire un premier texte sur la façon dont les organisations ont pu gérer la crise en matière de sécurité et aussi au plan numérique de façon simple, c'est-à-dire quelles sont les infrastructures qui ont été mises en place. On aura notamment également un point de vue sur la dimension infrastructurelle, comment ces infrastructures ont pu tenir, puisqu'on oublie souvent que derrière tous ces usages, il y a des tuyaux, donc avec un certain nombre de problématiques techniques également. Je vous propose donc de démarrer cette table ronde par une première question à Jean-Christophe Lessy, que je vais peut-être laisser se présenter et présenter ses activités avant de lui poser une première question. Jean-Christophe, si vous m'entendez. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Pas de problème, ça marche le numérique. Alors, ravi d'être là parmi vous ce matin. Juste pour présenter BCG de façon très rapide. BCG est un cabinet de conseil en stratégie présent dans 90 pays dans le monde et donc c'est un observatoire privilégié de la transformation digitale, puisque aujourd'hui le digital au BCG représente plus du tiers du chiffre d'affaires. Donc il y a eu vraiment un passage et on voit tout le poids que prend le digital dans les préoccupations de nos clients. Ces 2 dernières années, on a mené plus de 3000 projets autour de ces thématiques. Le digital au BCG, c'est plus de 4000 experts, dont 800 data scientists, qui doit en faire la communauté une des communautés les plus larges au monde en termes de data science.
Voilà, donc on mène régulièrement, c'est-à-dire une fois par mois, une étude auprès de, aujourd'hui, il doit y avoir 800 de nos grands clients, et sur leurs préoccupations digitales. On fait ça depuis 2-3 ans, et évidemment, ces 3 derniers mois, l'impact de la crise Covid transparaît fortement sur ces dernières semaines. Donc, ce qu'on note, nous, dans notre enquête, c'est qu'on voit que 60% de nos clients attendent une baisse plus ou moins massive, mais d'au moins entre 10 et 20% de leur chiffre d'affaires, ce qui n'est quand même pas rien, et que, voilà, on estime l'impact sur l'économie globale à 3% de moins sur cette année. On estime aussi que la crise devrait durer encore au moins 24 mois, le temps d'avoir un traitement ou un vaccin adéquat. Donc, on n'en est pas sorti. On a juste fait la première phase, et qui est de maîtriser cette première vague, en tout cas. Maintenant, il faut assurer le rebond avant de retrouver une nouvelle normalité. Qu'est-ce qui a fonctionné ou moins fonctionné justement au plan numérique? Alors, ce qui a bien fonctionné, c'est bien évidemment la continuité de l'entreprise. Il y avait une urgence à faire continuer à fonctionner. Ça a plutôt bien marché. Dans l'urgence, tout n'a pas été parfait, évidemment, mais au moins, les entreprises ne se sont pas totalement arrêtées. Et on reviendra sur tout ce que ça implique en termes de télétravail, etc. Mais ce qui a moins bien fonctionné, c'est toute la rupture dans les chaînes de distribution. 75% de nos clients, nous, ont été impactés par des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement et de distribution. Ce qui a moins bien marché aussi, c'est la relation avec les clients. Tout ce qui concerne le contact avec le client a été mis à mal, la fermeture des boutiques physiques, l'intervention de nouveaux canaux, tout ce qui concerne le marketing, beaucoup plus compliqué. On voit les baisses des revenus publicitaires des chaînes de télé du jour au lendemain. Et puis, télétravail, certes, mais avec quelques compromis sur la cybersécurité parfois. Et donc, on verra plus tard si ça a bien marché ou pas. Mais je laisserai les autres intervenants nous parler de ça. Je vois effectivement que la sécurité n'est pas parmi les premières préoccupations, et on le comprend, dans l'ordre des préoccupations des DSI. Je crois que c'est en 6e place que la sécurité apparaît. Donc ça veut dire très clairement que sur ces sujets de la sécurité, il y a des progrès à faire. Et je propose peut-être maintenant d'écouter Benjamin sur ce thème de la sécurité. Benjamin, est-ce que vous nous entendez bien ? Très bien, merci. Voilà, je vous pose donc une petite question à vous. Prenons un exemple concret. Donc, vous êtes RSI et RSSI d'un groupe hospitalier. Donc, vous avez eu affaire à des exigences de continuité particulièrement fortes, plus fortes en tout cas dans votre organisation que dans d'autres secteurs en temps de crise sanitaire. Quels enseignements vous pouvez tirer déjà de cette expérience ? Alors, déjà, je fais juste une toute petite correction. Je suis RSI donc d'un établissement du GHT Alpes-Dauphiné, d'accord, donc qui est le CHS en fait en charge de la filière psychiatrique du département de l'Isère. Alors, enseignement qu'on en tire de cette crise, déjà c'est qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais totalement prêt à ce type d'événement. Cependant, il y a des leviers qui nous permettent quand même d'anticiper les problèmes qui vont se poser à nous. Donc nous, notre tutelle, qui est la Direction générale de l'offre de soins, nous impose en fait des programmes d'évolution de nos systèmes d'information
qui nous pousse en fait depuis 2013 à nous normaliser sur les normes ISO en fait 27001 et 27002 pour ce qui nous concerne, et qui nous pousse à rechercher en fait un fort niveau de sécurité, un niveau de non-régression, d'auditabilité et de gestion des risques. Donc en fait à l'hôpital, trois grands domaines ont été lourdement impactés. Le premier que vous présentez en graphique là, c'est le télétravail, hein. Donc là on y a tous été sujets. Comme vous l'avez dit, en gros 30% des Français ont été touchés. Donc nous, en fait, le télétravail a été mis en place en 2018 à l'hôpital. Donc techniquement, on était prêts. C'était rodé. Mais par contre, on est passé, donc là on le voit bien hein, sur le graphique, on est passé d'une dizaine ou une quinzaine de télétravailleurs hebdomadaires à plus de 350 en moins de 7 jours. Donc on a fait une augmentation grosso modo de 2500%. Donc voilà, c'est une charge considérable au niveau du support utilisateur, hein, puisqu'il a fallu qu'on les assiste dans les déploiements des VPN, des technologies de virtualisation applicatives. Et c'est là que l'anticipation en fait a joué un rôle prédominant chez nous, puisque comme je vous l'ai dit, on était prêt quasiment 2 ans avant. Donc finalement, il a simplement fallu qu'on anticipe cette charge. Un deuxième domaine qui a explosé, donc là je ne m'étalerai pas sur les technos puisque je pense que d'autres intervenants vont détailler, mais c'est évidemment la visioconférence et plus largement les outils de communication. Donc messagerie instantanée, les mails, tout ce qui permet en gros d'interconnecter les gens qui sont passés en télétravail et leur permettre donc une continuité d'activité. Donc là c'est pareil, je vous ai fourni un graphique où on voit en fait l'explosion des usages. On est passé, donc j'ai comparé en fait 2 périodes, celle du 1er janvier au 1er mars où on est passé grosso modo de 3500 minutes, donc 60 heures de visioconférence à plus de 180 000 minutes, donc 3000 heures de visioconférence sur les 3 mois qui ont suivi, donc entre le 10 mars et le 10 juin. On a vu se développer, donc s'il y a le graphique d'après, on a vu se développer aussi une capacité d'adaptation des utilisateurs. Ils ont développé, alors je ne savais pas trop comment appeler ce comportement, mais on fait comme on peut. Voilà, donc ils ont été un peu livrés à eux-mêmes puisque les DSI étaient submergés par les demandes métiers. Et en fait, donc j'ai pris l'exemple de la visioconférence, où on a vu en fait une fragmentation dans les usages en fait sur la période post-Covid. Ils utilisaient nos systèmes qui étaient déployés dans le CH. Et puis une fois qu'ils sont passés en télétravail, ils ont fait comme ils pouvaient, leur mobile, leur ordinateur, que sais-je, leur navigateur. Voilà, les usages ont vraiment explosé. Et dernier point, évidemment, qui nous concerne plus sérieusement, qui est la télémédecine. Donc là, c'est pareil, hein, je ne vais pas m'étaler, je laisserai Monsieur Bodino, je crois, détailler cette partie-là. Je dirais quand même que pour ce qui nous concerne, ça a été le point compliqué à gérer, puisque c'est un domaine qui échappe pour partie à la seule DSI, et je dirais même à l'hôpital, puisque il y a une tierce partie qui rentre dans l'équation, et non des moindres, le patient et son environnement. Donc là, on s'est confronté en fait à ce problème-là. On a beau dire, vous devez utiliser des systèmes de télémédecine HDS, vous devez passer par faire vos entretiens médicaux dans des conditions adéquates. Il y a toujours à la fin le patient qui va avoir des difficultés de connexion, qui va vous dire oui, mais moi, votre système, j'arrive pas à le lancer, je veux faire une télémédecine via Skype ou via WhatsApp, enfin bref. Et donc là, on se retrouve confronté à la réalité. Merci Benjamin. Peut-être un point sur les solutions de visioconférence que vous avez déployées pour rentrer un peu dans la technique. Qu'est-ce que vous avez recommandé en interne en termes d'usage ? Alors, visioconférence, donc nous, on était équipés depuis longtemps de Skype for Business. Donc ça nous a beaucoup aidé au lancement pour interconnecter très rapidement les gens qui étaient mis en télétravail. Mais Skype for Business, pour nous, était donc installé en fait on-premise, donc consommer énormément de ressources de bande passante. Hein. Il y a des problèmes très terre-à-terre qui nous reviennent.
On avait par ailleurs déployé des salles de visioconférence donc sur un système LiveSize qui lui par contre était hébergé en SaaS et qui a été, donc c'est les graphiques que je vous ai présentés, hein, c'est les usages de LiveSize clairement, qui lui a été d'un appui indéniable et nous a permis d'interconnecter autant les personnes de l'hôpital que nos partenaires, puisque c'est une solution d'ailleurs qui a été plébiscitée par la DGOS. Donc voilà, on a interconnecté énormément de monde par ce biais-là. On s'est confronté aussi à un autre problème très terre à terre, hein, qui est le périphérique. Faire de la visioconférence, ça sous-entend d'avoir des caméras, beaucoup de caméras. Et en fait, au premier jour du confinement, donc le 16 je crois, on a passé des commandes massives sur la région pour pouvoir récupérer une partie des stocks des fournisseurs. Donc c'était entre 150 et 200 caméras achetées d'un jour à l'autre pour pouvoir les distribuer, donc mettre en place tout un circuit de logistique pour pouvoir distribuer ces caméras au maximum d'agents qui n'en étaient pas équipés. Merci d'avoir souligné notamment tous les petits soucis ou couacs techniques qui ont pu effectivement émerger du fait de notre utilisation soudaine et accrue du numérique. Mais on voit bien de façon générale, force est de constater quand même que malgré ce que certains avaient prophétisé ou craint, les infrastructures de Internet ont tenu bon. On n'a pas eu de grosses pannes massives comme on l'avait envisagé au début. À quoi c'est dû? Comment et pourquoi Internet a tenu? Est-ce que Internet est si solide que ça finalement? On a posé la question à Stéphane Borsmeyer, que certains d'entre vous connaissent certainement et qui est ingénieur à la FNIC. Je vous propose d'écouter ce qu'il avait à nous en dire. Donc l'infrastructure a tenu, c'est un fait. Elle a tenu parce qu'elle est surdimensionnée parce que les usages augmentent, donc le débit sur le réseau augmente tout le temps. Donc il faut toujours garder quelques mois d'avance sur les usages. Donc l'infrastructure est toujours plus que ce qui est strictement nécessaire. Elle a tenu parce que l'Internet est bien conçu et dispose de pas mal de mécanismes pour étaler ce genre de charge. Elle a tenu aussi parce que l'augmentation bien réelle pendant le confinement n'était pas si radicale que ça. Un employé de bureau qui travaille au bureau, qui travaille à la maison, va utiliser, quand il va se connecter sur des sites web, va utiliser autant de ressources qu'il soit au bureau, qu'il soit à la maison. Il faut juste bien faire la différence entre l'infrastructure Internet et les services. Les services, par contre, beaucoup n'ont pas tenu, des fois de manière très spectaculaire, comme à l'éducation nationale, par exemple. Pour l'utilisateur ordinaire, évidemment, ça ne fait pas une grande différence, mais c'est important pour l'analyse de noter que l'infrastructure et beaucoup de services ont tenu, et certains services n'ont pas du tout tenu. S'il avait duré 6 mois, il aurait fallu pouvoir continuer le travail normal que font en permanence les opérateurs réseau d'ajouter de la capacité, et ça aurait été assez difficile à faire en période de confinement. Si on avait eu le scénario grave, plus grave, avec un confinement très long et très strict, on aurait eu des problèmes simplement à faire le processus d'augmentation permanente de la capacité qui fait partie du travail des opérateurs réseau. Il y aurait aussi bien sûr le problème des systèmes qui tombent en panne. Il y a tout le temps quelque chose qui tombe en panne quelque part, et même pendant le confinement qui a été assez court, il y a eu des problèmes pour remplacer certains équipements. Il y avait des centres de données dont l'accès n'était pas permis ou de manière très restrictive. Donc on aurait eu effectivement des problèmes de ce côté-là aussi si ça avait duré plus longtemps. Ça faisait partie des choses qui étaient envisagées, mais envisagées très loin comme ça, un peu comme on envisage des événements très graves et dont on espère qu'ils se produiront jamais. Donc il n'y avait pas vraiment de plan pour ça. Dans le domaine de l'Internet, c'est pas du tout évident que c'était ça le scénario à privilégier par rapport à des tas d'autres scénarios. Dans des réunions comme celle-ci, on avait envisagé par exemple des attaques par des nids de services massives faites par des acteurs étatiques qui voulaient perturber le fonctionnement de l'Internet. Ça, c'était un scénario classique qui a été beaucoup discuté.
On s'aperçoit maintenant qu'on n'avait peut-être pas bien vu les bons scénarios, mais c'était vraiment difficile. On peut regarder par exemple ce qui est arrivé à l'ICANN, qui gère entre autres les clés cryptographiques qui font les signatures des informations DNS à la racine. Les clés sont dans un coffre-fort, il y a plusieurs personnes qui doivent être présentes quand on les sort, quand on resigne. C'est un processus clairement fragile, et l'ICANN a prévu des plans, des contre-plans, des plans de secours. Par exemple, l'ICANN est en Californie, donc risque de tremblement de terre. Le risque de tremblement de terre a bien été intégré et il y a un site de secours sur la côte est des États-Unis. Comme il y a toujours des risques que des gens ne puissent pas venir, soit malades, soit indisponibles, il y avait plusieurs personnes qui, avec un système M parmi N, qui permettait de faire les opérations nécessaires, même si une partie des gens manquait. Mais par contre, le cas où personne ne puisse se déplacer, on ne puisse pas rentrer dans le centre de données, de toute façon personne ne pouvait voyager, ce cas-là, clairement, n'avait pas été prévu. Une conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut avoir des gens compétents et capables de prendre des initiatives et de s'adapter. En fait, la qualité la plus importante, c'est l'adaptabilité, parce que comme on ne pourra pas tout prévoir, il sera nécessaire d'avoir des gens qui sont disponibles pour rapidement sortir des processus prévus, des plans préétablis et concevoir un nouveau système, des solutions de secours, des choses qui vont marcher, parce que vouloir enfermer le futur dans des plans préétablis qui seraient dans une armoire et qu'on n'aurait qu'à sortir en cas de problème pour savoir quoi faire, clairement, ça ne peut pas traiter tous les cas. Arrêter de compter sur des règles et des processus rigides et se dire que les humains seront nécessaires pour trouver une solution aux problèmes imprévus. Bien, retour sur le plateau et peut-être d'abord une réaction parmi nos intervenants sur ce qu'on vient d'entendre. Ce que dit Stéphane Bortsmeyer, finalement, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir, qu'il y a des signes noirs, on l'a beaucoup dit d'ailleurs à l'occasion de cette crise, qui sont des événements graves et peu probables. Donc la question, c'est comment on s'y prépare. Est-ce qu'il faut, comme disent souvent les militaires, avancer en conduite dans ce type de crise? Peut-être Benjamin ou Jean-Christophe, avant de revenir sur le plateau, une réaction par rapport à ces propos sur les infrastructures. Benjamin, peut-être, ou Jean-Christophe. Moi, je vais vous prendre un exemple qui nous est arrivé concrètement pendant la crise. À l'hôpital, on a une double adduction réseau qui est filaire et hertzienne. Et vandalisme, on nous a brûlé 2 antennes hertziennes dans les environs. Donc, on s'est fait couper de 50% de nos capacités en pleine crise. Donc là, je vous redirais que finalement, ce qui nous sauve, ça reste l'anticipation, c'est de ne pas avoir qu'un chemin nominal. On a perdu certes 50% de nos capacités, mais on a continué à fonctionner. Les opérateurs, après, ont fait leur travail, ont rétabli la situation. Mais donc voilà, c'est vrai qu'on n'est jamais préparé, même pendant une crise, on peut avoir des actes de vandalisme qu'on ne peut pas prévoir. Il faut anticiper. Jean-Christophe ? Oui, ce que la crise nous apprend aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui existe depuis maintenant 25 ans, qui s'appelle Internet, et qui a toujours été considéré comme quelque chose de peu fiable, peu sûr, etc. Et là, cette crise, elle a quand même mis en évidence que le réseau qui tient, l'architecture qui est la bonne pour un réseau résilient, robuste, c'est l'architecture Internet. Et donc, il faudrait quand même commencer à s'en inspirer au sein des entreprises par rapport à des réseaux internes et des LAN et des WAN, et faire en sorte que l'usage d'Internet, en y trouvant les bons moyens de la sécurité et de l'usage, devienne la norme. En fait, c'est ça que ça nous apprend. C'est que la vraie résilience, elle est dans l'architecture web. Et ça, c'est important. Merci Jean-Christophe. Je propose juste maintenant de faire un zoom. Alors,
je devrais plutôt dire un focus parce que le terme zoom a été un peu galvaudé pendant la crise. Donc un zoom sur l'un des usages dont on parlait, usage qui est donc la télémédecine. On disait tout à l'heure donc que les téléconsultations sont passées de quelques milliers par mois à 1 million, je crois, de consultations au mois d'avril. Et donc première question à vous, Franck Bonino. Donc vous êtes médecin, vous êtes également donc le fondateur et le président de HKD, comme on l'a dit. Et avant de parler de vos solutions, peut-être déjà une question de définition, parce que télémédecine, e-santé, enfin, ce sont des termes qui sont peut-être un peu flous pour l'ensemble de nos auditeurs ce matin. Et donc peut-être déjà un point de définition, s'il vous plaît. Oui, avant tout, bonjour. Merci pour votre invitation. Donc en effet, il est très important de bien définir les termes. Sinon, on ne va pas comprendre les enjeux qui sont associés. La e-santé, c'est quelque chose d'assez vaste qui va comprendre à la fois du bien-être et de la médecine. Au sein de cet ensemble e-santé, il y a un sous-ensemble qui est la télémédecine, qui est un sous-ensemble professionnel édicté par des règles et des normes extrêmement strictes. Et la télémédecine, eh bien, c'est une nouvelle pratique médicale. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il n'y a pas de télémédecine sans médecin. C'est une pratique avec un médecin, mais à distance. Et au sein de la télémédecine, il y a différentes spécificités. La téléconsultation, donc c'est une consultation avec un praticien mais à distance. La téléexpertise entre deux médecins, etc., etc. Merci Franck. Je propose, avant de vous laisser parler de vos solutions, mais de les découvrir déjà en images, ça sera très parlant également. On va peut-être d'abord vous demander peut-être de vous présenter rapidement la société. Il y a un petit retard sur la technique. Donc on va commencer par vous demander juste de la décrire rapidement, vos sociétés et vos solutions, puis ensuite on regardera en images. Très bien. Bien écoutez, H4D est une société de télémédecine, justement, que j'ai créée en 2008 pour répondre à un besoin. Le besoin, c'était comment faire accéder des personnes qui n'y ont pas accès à un médecin et dans des conditions professionnelles. Je rajoute ce terme-là puisque aujourd'hui, on le verra par la suite, il y a différents systèmes qui sont sur le marché. Et donc, de fil en aiguille, j'ai inventé les premiers cabinets médicaux connectés. Et on va le voir, je pense, dans quelques secondes, qui sont en fait des sortes de cabines que l'on positionne dans des villages, donc dans des mairies, des villages isolés, dans des entreprises, dans des centres, dans des résidences pour personnes âgées, etc. Et qui permettent à un patient qui va se rendre dans cette cabine, eh bien, d'être soigné par un médecin qui est à distance. Peut-être quelques mots aussi sur la société. Aujourd'hui, tout est fabriqué en France. La cabine, c'est le premier maillon du système. Il y a derrière toute une infrastructure logicielle de mise en relation, d'identification du patient, d'identification du médecin. Et nous sommes encore aujourd'hui le seul système au monde dit dispositif médical de classe 2, c'est-à-dire la même qualité que ce que l'on peut avoir à l'hôpital. Alors, pour moi, c'est pas être plus, c'est répondre tout simplement aux normes exigées pour pouvoir prendre en charge un patient à distance. Pour la première fois, je me suis dit, je ne vais pas, moi, gonfler le brassard du tensiomètre et prendre la tension de mon patient. Comment est-ce que moi, en tant que médecin, je vais pouvoir engager ma responsabilité et donc mettre en place un traitement à partir d'un instrument qui va prendre la mesure et dont je vais récolter l'information, mais à distance. Donc, il fallait que la mesure soit parfaite et c'était un de mes premiers critères. Le deuxième critère, c'était respecter le colloque singulier entre le patient et le médecin, d'où une cabine, puisque lorsque vous parlez avec votre médecin, bien, vous avez envie d'être dans un espace de confidentialité. Et enfin, le troisième critère, pour avoir développé ce système, j'avais beaucoup travaillé dans des camions ambulants au Vietnam, en Inde, et moi j'étais tout content d'apporter des soins à des personnes qui étaient isolées. Et un jour, lorsque je reviens dans le village, je vois tout le monde qui fait la tête et je me suis dit, mais quand même, ils sont un petit peu gonflés. On amène des soins gratuitement, mais c'est moi qui n'avais rien compris. En fait, on ne sait pas quand on va tomber malade. Du coup, il est très important d'avoir un point d'ancrage fixe, facilement identifiable pour les personnes. Bon, je vois que on va peut-être voir la d'accord, vidéo un petit peu. Voilà, et vous pourrez commenter, on reviendra sur le plateau juste après. Ce sont les aléas du direct. Vous voulez que je commente au fur et à mesure ?
Voilà, Franck, peut-être quelques commentaires sur ce qu'on vient de voir. Donc, c'est vraiment toute la chaîne aujourd'hui que vous couvrez. Oui, alors ça, c'est aussi une de nos spécificités, c'est qu'on propose un service global d'accès. Il y a évidemment toute la partie instrumentation. Donc, on voit que la cabine est équipée à peu près d'une vingtaine de capteurs qui vont permettre à un médecin de réaliser un examen clinique. Donc, il y a cette partie technologique. Ensuite, il y a la partie formation des médecins. Aujourd'hui, on est les seuls au monde à avoir travaillé pendant 9 ans les protocoles médicaux qui vont permettre à un médecin, évidemment, de pouvoir utiliser des instruments à distance en guidant le patient, mais aussi de savoir vous guider pour une palpation abdominale, une palpation d'épaule, etc. Et on a des résultats qui sont assez stupéfiants en termes de qualité et de service pour le patient. Et le troisième pilier de la société, c'est toute la coordination médicale, c'est-à-dire qu'on ne pose pas un objet, on construit un projet médical au sein d'un écosystème qui est préexistant, qu'il soit hospitalier ou libéral. Et quels sont les usages en matière de télémédecine qui se sont justement développés à l'occasion de cette crise? On a parlé donc tout à l'heure du nombre de téléconsultations. Est-ce qu'il y a d'autres tendances que vous avez observées? Oui, bien sûr. Alors déjà, vous le dites, ce sont les usages eux-mêmes. Ça paraît être une évidence, mais on est passé de 20 000 consultations par an à plus d'1 million en un mois. Ce qui est colossal. Vous imaginez la différence. Après, il y a eu beaucoup d'usages à travers des smartphones. Et là, est-ce qu'on peut vraiment parler de consultation? Je ne sais pas, on parle essentiellement de conseil médical. Et c'est important. Alors, il y a eu énormément de conseils médicaux qui ont été donnés. Nous, on a réorienté, puisqu'il y avait beaucoup de stations qui étaient dans des entreprises. On a eu énormément de contrats avec des collectivités locales pour justement pouvoir prendre en charge les patients, où on devait répondre à une double contrainte. Le médecin était chez lui. Il fallait le former. Les médecins, parfois, ne voulaient plus être vraiment au contact des patients. Donc, la télémédecine a offert ce privilège, entre guillemets. Et les patients eux-mêmes avaient peur d'aller chez leur médecin, de peur d'attendre dans une salle d'attente et d'être contaminés par d'autres patients. Donc là, lorsque vous arrivez, vous êtes pris en charge immédiatement. Vous entrez dans la cabine. Et grâce aux instruments, le médecin va pouvoir aller beaucoup plus loin qu'un conseil médical. Il va vous faire un examen clinique. C'est-à-dire que je donne souvent cet exemple. Vous toussez. Je mets au défi un médecin de pouvoir vous soigner par visioconférence uniquement. Lorsque vous avez une toux, il faut savoir quelle est votre température, il faut écouter vos poumons pour savoir s'il y a un asthme derrière, etc. Mais il faut aussi écouter votre cœur, parce que ça peut être un signe d'insuffisance cardiaque, prendre votre saturométrie, etc. Donc on voit bien que sur un simple symptôme, eh bien, il faut faire un examen clinique derrière pour pouvoir traiter le patient et pour pouvoir comprendre quelle est sa pathologie. Et donc, on a vu, eh bien, écoutez, un afflux massif de patients sur de la médecine générale et maintenant sur de la médecine de spécialité, avec pas mal de consultations de psychiatrie, de cardiologie, de dermatologie. Donc, voilà quel a été le bouleversement dû au Covid. Alors, je ne dis pas qu'on était préparé à ça, mais il se trouve que chez H4D, on avait beaucoup travaillé. Moi, j'ai inventé ce dispositif lors d'une épidémie d'Ebola en Afrique, en l'occurrence. On avait déjà utilisé ce système pour aller soigner au plus près les gens qui étaient dans des endroits isolés. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on n'est jamais tellement préparé, même s'il y a des schémas qui sont en place. Et là, on voit bien effectivement les chiffres dont vous avez parlé, l'explosion des usages témoigne bien que ces évolutions ont été très largement acceptées par les patients. Mais qu'en est-il des praticiens? Est-ce que vous avez déjà un retour d'expérience de la façon dont ils vivent ces évolutions et notamment ces nouveaux enjeux de responsabilité? Parce que finalement, avec un diagnostic à distance peut-être plus difficile et délicat à établir, est-ce que vous avez déjà eu des retours des praticiens? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question, mais en effet, elle est excellente. J'allais dire que les patients étaient déjà prêts alors que les médecins devaient encore franchir le pas. Et là, ils se sont rendus compte qu'on pouvait justement arriver à guérir, à prendre en charge, à suivre ces patients à distance lorsqu'on avait les bons outils, lorsqu'on respectait certaines règles. J'ai entendu tout à l'heure Benjamin, dont j'ai oublié le nom de famille, qui disait de manière tout à fait exacte, eh bien, parfois, les patients avaient du mal à se connecter, etc. Eh bien, il y a des systèmes tels que le nôtre où ça a été pris en charge dès le départ pour éviter justement ce type de contraintes. Du côté médecin, le plus compliqué, ça a été de les former de manière très rapide et à distance à ce type de pratique. Après,
la grande différence dans la e-santé entre la télémédecine et les autres pratiques, c'est que lorsqu'on fait de la télémédecine, on fait de la médecine, et tous les objets que l'on utilise doivent être des dispositifs médicaux. Et lorsque vous utilisez un dispositif médical, bien votre assurance vous couvre dans le cadre de votre responsabilité professionnelle pour la pratique de la télémédecine. Ça a déjà été inclus par les assureurs. Après, ça ne veut pas dire que parce que ça vous couvre, le patient va être bien soigné. Donc il y a l'indication. La télémédecine n'est pas faite pour tout le monde, à savoir que, eh bien, il y a des patients, on voit bien, qui ne vont pas pouvoir en bénéficier pour tout un tas de raisons, mais où ce sera plus adapté à certains types de pathologies. Donc, quelqu'un qui est en urgence vitale, par exemple, eh bien, il y a tout un système de coordination médicale avant que le patient n'arrive dans la cabine pour savoir s'il a une douleur thoracique. Bien, on va d'abord lui envoyer un SAMU et on va l'adresser à l'hôpital immédiatement pour ne pas lui faire perdre de temps. Donc, il y a les indications, la coordination médicale. On ne lâche jamais le patient seul. Il est toujours intégré dans un système, et une fois qu'il est intégré dans ce système, bien, le médecin, lui, est assuré de pouvoir réaliser son acte de façon professionnelle et en garantissant la sécurité du patient. Merci Franck. On va passer à un deuxième usage après la télémédecine. Merci. On va parler télétravail. On reviendra vers vous, notamment sur les applications militaires en matière de télémédecine après, mais on va donc maintenant parler télétravail. Donc on sait que le télétravail a été l'un des usages qui a littéralement explosé pendant la crise. J'allais dire heureusement, parce que ça a permis une certaine forme de continuité, même de continuité sociétale. Là aussi, première question, peut-être définition du télétravail, puisque le terme est assez vaste. Donc quelles sont les réalités de ce télétravail et surtout quel changement avec le Covid ? Oui, alors déjà bonjour à tous et merci de m'avoir invité, Guillaume. Alors vous avez raison de poser la question de la définition du télétravail, parce qu'en fait on a assisté avec cette crise à une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que finalement la période qui a vu vraiment la France entrer de plein pied dans le télétravail, une expérimentation à grande échelle comme on n'en avait jamais vu jusque-là, là a été dans une version tout à fait exceptionnelle du télétravail et qui en fait ne ressemble en rien avec le télétravail qu'on pouvait connaître jusqu'ici. Je vais vous donner quelques exemples. Le télétravail, on va dire Covid, c'était un télétravail qui a été subi, alors que normalement, et même juridiquement, le volontariat, c'est un des principes clés du télétravail. C'est un volontariat qui est double, qui doit être du salarié et de sa hiérarchie, de son encadrement. Autre chose, ce télétravail, il a été massif, alors que antérieurement, justement, même dans les organisations qui avaient le plus développé le télétravail, par exemple, qui comptaient 70%, 80% de télétravailleurs, ce qui est déjà une fourchette très haute et qui était rare, eh bien, on jouait entre, justement, une partie des personnes présentes sur site versus des personnes de télétravail pour assurer une sorte de socle minimum de personnes toujours présentes. Donc là, je voulais justement vous montrer des chiffres sur le télétravail avant. Donc, l'assureur Malakoff Médéric publie tous les ans un observatoire de télétravail et on voit qu'avant, donc ça c'était les chiffres de 2019, 29% des salariés du secteur privé déclaraient télétravailler, mais seulement 10 dans un cadre contractualisé, c'est-à-dire un accord d'entreprise, une charte, éventuellement un avenant au contrat de travail, et 15 de façon régulière. Et là, on est passé, donc les chiffres, pareil, de Malakoff Médéric en juin 2020, était sur 41%, et de manière intéressante, 61% de la majorité de ces 41% étaient à 4 jours par semaine. Et donc c'est là le vrai bouleversement, on est sur un télétravail massif. Autre changement par rapport à avant, c'était un télétravail qu'on a vécu là, qui était cumulé avec d'autres activités. On a beaucoup parlé du cumul avec l'école à la maison, la garde d'enfants, c'était inédit, c'était même prohibé évidemment par le passé. Et également un télétravail qui était cantonné au domicile, par définition, alors que justement dans la loi, et c'est quelque chose qui se développait, le télétravail était possible également, par exemple en espace de coworking ou sur un autre site de l'entreprise. Donc, une question qui va se poser pour un peut-être retour à la normale, ça va être vraiment justement quel cadre, quelles nouvelles règles on va mettre pour finalement revenir à un télétravail qui soit plus bordé et également comment va évoluer
le cadre juridique. Et par rapport justement à ce télétravail très spécifique de la période, le petit nuage de mots là que je voulais vous montrer et que j'ai pu sonder en direct des salariés d'une grande entreprise au cours d'un webinaire après 3 mois de télétravail confiné. Et donc on voit vraiment le contraste entre des aspects positifs qui étaient déjà plébiscités avant du télétravail et aussi des défis qui se sont vraiment posés dans cette période de télétravail massif. Alors, vous parliez de défis. Est-ce que les entreprises étaient prêtes ? Parce que finalement, numériser les processus, ça ne suffit pas s'il n'y a pas un vrai travail de fond, si on ne transforme pas le fond derrière. Est-ce que les organisations étaient prêtes ? Oui, alors... Bon, je crois que honnêtement, aucune organisation, aucun individu était prêt à ce qu'on a vécu et du point de vue de télétravail, donc c'est-à-dire, comme j'ai dit, un 100% télétravail massif, subi. Les interlocuteurs précédents ont montré que finalement 15 ans de lente diffusion de télétravail depuis le premier accord national interprofessionnel de 2005 ont permis aux infrastructures, aux systèmes d'information, petit à petit de se développer. En revanche, ce qui, à mon sens, a été vraiment révélé, là sur quoi on a eu un effet loupe pendant la période, ce sont sur les risques, et les risques psychosociaux, notamment du télétravail. On a beaucoup entendu dire il ne faut pas confondre télétravail et confinement. C'est un élément de langage un peu de la période, comme si, un peu pour minimiser justement les difficultés que les télétravailleurs avaient pu ressentir. Mais en réalité, tous les risques psychosociaux qui se sont révélés là, c'est-à-dire la surcharge de travail, l'isolement, la baisse de communication et de sentiments d'information venant de l'entreprise, le débordement du pro vers le perso, etc. Tout ça était des risques psychosociaux tout à fait identifiés avant même le Covid avec le télétravail et dans des quantités de télétravail moindres. Donc si on peut voir le graphique suivant, qui est issu d'une étude de la DARES. Donc la DARES avait sorti en 2019 une étude très intéressante sur le télétravail des cadres et qui montrait bien, on voit là que sur tous les items de la communication, finalement ce qu'on appelle en risque psychosocial le soutien social, donc qui est vraiment un facteur qui est censé protéger justement du stress au travail, des difficultés au travail, et bien on voit que dans les situations de télétravail, on est sur quelque chose de moins disant par rapport à du présentiel. C'est ce que montrait déjà la DARES. Et donc, tous les baromètres qui sont sortis là dans la période, et je vous en ai mis encore un, ce sera le dernier, je crois, un petit graphique, allaient complètement dans ce sens. Donc là, vous voyez un sondage sorti en mai, je crois fin mai, de Opinionway et Empreinte Humaine, qui disait 39% des télétravailleurs dans la période se sont sentis isolés. 53% veulent plus de règles, donc on retrouve ce besoin d'information, de communication. Et par contre, la nouveauté, c'était vraiment qu'on a transposé un peu le travers du présentéisme en ligne. C'est ce qu'on a appelé le Zoom burn-out, la Zoom fatigue. Et donc, on arrive à ce paradoxe où finalement, l'injonction de connexion permanente qui a pu être ressentie par certains salariés ne compense pas du tout le sentiment d'isolement qui peut découler au fait de ne pas voir ses collègues. D'ailleurs, je vous ai interrompu, on avait une petite illustration humoristique qu'on n'a pas passée, peut-être justement sur le fait de transposer les mots du travail quotidien, notamment la fameuse réunionite aiguë dont on a tous été victimes à un moment ou l'autre, qui en fait effectivement n'a été qu'accrue par les Zooms et autres solutions qui nous poussaient à être toute la journée derrière nos ordinateurs et même effectivement en dépassant sur le temps personnel. Donc voilà, soumettre cette petite dessin humoristique. Jamais terminer une réunion sans se poser la question à quoi sert la réunion. C'est ça. C'est ce dessin de Vouch. Voilà. Alors pour rebondir justement dessus, qu'est-ce qui va rester du télétravail après la crise ? C'est-à-dire, est-ce que ça va être simplement se souvenir de longues journées de réunions Zoom ou autres, ou est-ce qu'il va y avoir vraiment des usages qui vont rester et qui vont sans doute peut-être aussi contribuer à transformer aussi nos modes d'organisation ? Oui, alors je crois que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, c'est très difficile de prendre sa boule de cristal aujourd'hui et de prédire exactement ce qu'il en sera. Je crois qu'une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, toutes les organisations, en tout cas la majorité, la très grande majorité, veulent saisir cette fenêtre pour réinterroger leur mode de fonctionnement, leurs pratiques de travail. Et ça, donc, je crois que c'est un progrès, et encore plus si cela est co-construit avec les salariés. Mais en effet, il faudra de la transformation dans les organisations
façon pour justement aller vers un développement plus sain et plus pérenne du télétravail. Moi, si vous voulez, ma conviction, c'est que pour permettre une véritable généralisation du télétravail, il va falloir rendre l'organisation, le management presque un peu hermétique, insensible à cette question de est-ce que je suis à distance ou est-ce que je suis sur site. Ça pour plusieurs raisons. D'abord pour une question de continuité d'activité, on en a déjà beaucoup parlé, mais aussi pour une question d'équité. C'est-à-dire que demain, quel que sera le choix ou la situation du collaborateur, qu'il ait beaucoup de télétravail ou qu'il n'en ait pas pour X et Y raison, il faudra que sa relation managériale, sa relation avec les collègues, la façon dont il a facilité ou pas exécuté son travail, soit dans des conditions aussi bonnes. Et ça, je pense que ça va être un véritable enjeu. Un vrai chantier aussi. Merci Camille. Peut-être retour sur les questions de sécurité. Donc on a beaucoup vu qu'il s'agissait en fait de trouver, de faire un arbitrage entre les nécessités de la continuité d'activité et la question de la sécurité. Benjamin, peut-être un mot sur la façon dont vous avez pu, au sein de votre groupement hospitalier, anticiper les choses. Vous avez évoqué tout à l'heure notamment une norme ISO bien connue. En gros, qu'est-ce que vous aviez mis en place qui vous a permis d'aborder cette crise avec un peu plus de sérénité, si j'ose dire? Déjà, le principe de non-régression, clairement. Donc, c'est de l'analyse de risque en continu, de la supervision et surtout aucune concession en matière de sécurité. Donc, le télétravail est évidemment hyper impactant sur les risques cyber. On se confronte à l'environnement personnel de l'utilisateur. L'entreprise vient y ajouter son grain de sable. Il faut absolument maîtriser cette partie-là. Donc nous, on est passé par des systèmes de VPN et de virtualisation applicative. Donc on a isolé les flux réseau. On a donc déployé des clients sur les postes des utilisateurs afin de vérifier l'intégrité des postes. Pour rien vous cacher, certains utilisateurs n'ont pas pu télétravailler pour ces raisons-là. Des postes trop vétustes, on retrouve encore des PC en Windows XP ou avec un peu de chance du Windows 7. Donc là, on avait affiché des préconisations. Si elles n'étaient pas respectées, c'était un risque potentiel pour nous qu'on n'acceptait pas de prendre. Ensuite, pour la partie télémédecine, donc comme le disait le président de H4D, il faut des plateformes certifiées. Donc nous, on a clairement donné la consigne de passer par donc une plateforme régionale qui est celle du GCS SARA, qui est une plateforme donc agréée hébergeur de données de santé. Donc voilà, c'était notre consigne. Après, la télémédecine, comme je vous ai dit, on n'a pas pu tout maîtriser puisque on s'est confronté aux usages. Pas si on veut passer par Skype ou par Facebook ou je ne sais quoi. Le médecin se plie un peu à la demande. L'objectif étant de délivrer le service aux patients. Et ensuite, donc, une chaîne d'alerte. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis quand même pas mal d'années. On fait beaucoup de sensibilisation en interne. Et on a habitué nos usagers à nous remonter les alertes potentielles de risques cyber. Donc on a je pense une réactivité assez forte qu'on complète par de la supervision en temps réel. Merci Benjamin. Jean-Christophe, peut-être un mot sur la façon dont le DSI que vous étiez abordait ce sujet de l'anticipation par rapport aux risques. Ah, on ne vous entend pas. Est-ce que vous nous entendez? Non, écoutez, on reviendra peut-être, on ne vous entend pas, désolé. On reviendra peut-être à vous juste après. Amélie, alors moi, je voulais aborder un autre sujet sur ces questions de sécurité. Je vous pose la question à vous, Franck. Dans l'usage de la télémédecine, notamment, la confiance est vraiment au cœur de l'acceptation et de l'acceptabilité, tant par les patients que par les praticiens. Comment vous faites justement pour garantir à la fois la confidentialité des échanges, mais aussi la protection des données? C'est une excellente question. Et cette question, on se la pose dès qu'on conçoit l'instrument. Comme je vous le disais, dans la e-santé, la télémédecine a plusieurs spécificités. La première, c'est celle de devoir répondre à des normes extrêmement exigeantes. Donc, lorsque le RGPD est arrivé et qu'on nous l'a imposé, on était déjà qualifié. C'est-à-dire que
avant même de démarrer la conception, on se réfère aux normes, et parmi ces normes-là, il y a le devoir d'avoir une reconnaissance et une identification du patient sécurisée. Idem pour le médecin, l'obligation d'avoir une chaîne d'information cryptée du patient vers le médecin et en chaîne unique. Et si on doit collecter des données médicales, elles doivent être stockées dans des hébergeurs de données de santé agréés. Et on se rend compte qu'en fait, ces normes valent en France, valent en Europe. Elles sont peut-être un petit peu moins sévères dans d'autres pays, en Asie notamment. Mais bon, nous, ce sont dans les 6 pays dans lesquels on opère, en Europe ou hors Europe, eh bien, ce sont les normes que l'on applique. Et elles sont consubstantielles de la confiance que vont avoir les patients et les médecins dans l'usage de ces technologies. Parfait, merci beaucoup. Jean-Christophe, peut-être vous nous entendez maintenant mieux que tout à l'heure. Voilà, très bien. Oui, question sur la sécurité. Donc, on a vu que beaucoup d'entreprises avaient fait un peu de quick and dirty, comme on dit aujourd'hui, en sacrifiant la sécurité au profit de la continuité. Est-ce que la solution, finalement, c'est pas de tout basculer dans le cloud? On l'évoquait tout à l'heure en introduction. Donc, basculer dans le cloud, évidemment, les infras, les services, une partie des données. Est-ce que c'est une solution? J'ai l'impression que la crise a montré que les sociétés qui avaient fait ce pas et franchi ce pas, finalement, étaient sorties dans une situation meilleure, sans doute, de la crise. Alors, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs écoles. Certaines entreprises étaient prêtes parce qu'elles avaient déjà anticipé beaucoup de choses sur les nouveaux moyens d'utiliser le cloud, les outils de sécurité. Je parle du VPN. Beaucoup d'entreprises ont quand même galéré, on peut le dire, pour augmenter les flux et sécuriser et étoffer leur capacité en VPN. Aujourd'hui, la technologie VPN, c'est pas non plus celle qui, c'est pas la plus moderne, et c'est sans doute pas celle qui survivra à la crise. Elle a largement montré ses limites. C'est un petit peu la technique du pont-levis par rapport à la technologie de la surveillance permanente. Donc, si on veut faire un pas vers une meilleure sécurité, une sécurité moins contraignante à manager, et plus efficace pour surveiller, il faut passer dans ce qu'on appelle le zéro trust, c'est-à-dire que tout le monde est surveillé tout le temps, et pas seulement à l'entrée de l'entreprise, et une fois qu'il est rentré, il est capable de faire tout ce qu'il veut. Et donc on a vu que les entreprises résilientes, celles qui ont le mieux résisté à ça, celles pour lesquelles ce passage et cette continuité de fonctionnement a été le moins douloureux, c'est celles qui utilisaient des architectures web, des approches zéro trust, celles qui utilisaient massivement le cloud, c'est-à-dire que les applications étaient hébergées au plus proche des utilisateurs qui d'un coup se sont répartis un petit peu partout. Et donc ça a beaucoup aidé. Et c'est des questions que les entreprises vont être amenées à se poser immanquablement à la sortie de cette crise. Est-ce que j'ai la bonne infrastructure? Là, l'urgence, c'était la réponse rapide et la continuité de service. Demain, il ne faut pas que ça soit aussi compliqué de passer dans un autre mode. Et donc, l'adoption de ces technologies va être clé. Le cloud aujourd'hui, quand je parle de cloud, je mentionne le cloud public. Après, il y a plusieurs façons de l'appréhender, mais le cloud public, en termes d'infrastructure, certes, il est préempté un petit peu par les Américains et les Chinois. Il n'y a pas de solution européenne mondiale. Il y a des solutions européennes de qualité, mais quand on est une entreprise mondiale, comme la plupart de nos clients, ça reste quand même un petit peu difficile. Donc ces infrastructures-là, il faut apprendre à les maîtriser. C'est-à-dire qu'elles sont parfaitement sécurisées. L'accès au cloud, la sécurité du cloud est parfaitement sécurisée.
on voit encore beaucoup d'écart dans la maîtrise et les compétences pour maîtriser ce cloud, les compétences internes des équipes de la DSI. Parce que elles ont en charge la sécurité dans le cloud. Et donc, c'est très important de maîtriser toutes les technos offertes par le cloud en interne pour maîtriser la sécurité dans le cloud. La sécurité du cloud est-elle maîtrisée par le fournisseur? Alors justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, justement, la crise et le basculement disons, croissant de certaines entreprises dans le cloud, est-ce que ça n'a pas aussi accéléré notre prise de conscience, notre dépendance vis-à-vis de certains grands acteurs ou plateformes du numérique? Et quel est votre regard à vous, ancien DSI, sur ces questions-là, et notamment sur la question de la souveraineté numérique, et comment on fait pour arbitrer entre une multitude de critères fonctionnels, opérationnel, politique, financier, etc. Alors, bien sûr, ça a généré une grande prise de conscience. Mais ça a été le cas pour plein d'autres choses. La dépendance, on l'a vu avec l'affaire des masques, l'affaire des médicaments, enfin, au moins des principes actifs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a... Voilà, on a eu une vraie prise de conscience de notre dépendance dans tout un tas de domaines. En termes de numérique, la dépendance, elle est là depuis assez longtemps. Moi, pour avoir été DSI pendant une vingtaine d'années, à chaque fois que j'ai dû faire un choix technologique, que ça soit une application, le jour où on choisit de prendre Office 365 ou SAP pour gérer ses process, on fait des choix qui durent, on sait qu'on en prend pour 10 ans. Et donc, on est de fait dépendant d'un éditeur, d'un fournisseur, d'un opérateur. C'est pas des choses en termes d'infrastructure ou d'application, c'est pas des choses qui sont faciles à changer du jour au lendemain. Donc même si on refait des appels d'offres tous les 2 ou 3 ans, ça remet un peu de tension dans le système, mais en tout cas, il y a de toute façon une dépendance. Donc la dépendance, c'est quelque chose avec laquelle les DSI sont habitués à vivre depuis toujours, depuis que les DSI existent. Ensuite, là, elle est de plus en plus, puisque le numérique s'accroît, étend son périmètre, elle est évidemment de plus en plus criante. On la voit de plus en plus, elle ne touche plus uniquement que des process, des fonctions support, elle commence à toucher les opérations, des services essentiels, des données sensibles, et puis avec aussi le déploiement dans l'informatique industrielle. Donc tout ça fait que cette dépendance est de plus en plus visible. Il faut arriver à maîtriser à la fois la connaissance des données, qu'est-ce que je mets dans le cloud, où sont mes données, comment je les classifie, ça c'est fondamental, parce que je ne pourrais pas tout protéger et tout ne mérite pas d'être protégé de la même manière. Il faut créer une échelle et procéder graduellement là-dessus. Donc la classification des données, l'encryption des données et donc la maîtrise de ces sujets-là, qui ne sont pas uniquement techniques ou technologiques. La classification des données, c'est au métier de le faire, de savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui l'est pas. Tout ça, c'est un travail en commun qui est trop rarement fait dans les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, et sur lequel il va falloir mettre l'accent de façon très très forte. Parce qu'on ne saura pas tout encrypter ou tout maîtriser à un niveau maximal de sécurité d'accès. Et puis, vous le disiez, le compromis à faire entre le fonctionnel, la technique, le politique, ça doit faire partie
des réflexions, et c'est pour ça que cette réflexion de la transformation digitale, elle doit être menée au niveau du COMEX, en tout cas par les plus hautes instances de l'entité, pour que ces sujets soient abordés et ne soient pas laissés, la responsabilité de ces sujets ne soit pas laissée aux opérationnels, parce que ça engage des choses très importantes, notamment sur la survie de l'entreprise. On le voit quand il y a des cyberattaques importantes. Ça crée de grosses ruptures dans le fonctionnement de l'entreprise. Et donc la transformation digitale, elle doit être prise au plus haut niveau de l'entreprise. Alors est-ce que justement les COMEX sont sensibles à ces arguments politiques ou pas? Alors, ils sont sensibles, tout dépend, je vais vous faire une réponse de Normand, mais tout dépend du secteur, bien évidemment. Si le secteur est très régulé, ils vont y être un petit peu sensibles par nature, nativement, comme on dit. D'autres, dans des secteurs moins régulés, vont pas être forcément à même de bien appréhender tous ces enjeux. Donc ça dépend beaucoup des secteurs. Il y a aussi un manque de pédagogie et de connaissances dans les COMEX. La pédagogie doit être faite par les RSSI et les DSI. Elle est très importante parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, on confond, on va mélanger les histoires de Cloud Act, de souveraineté numérique, de cybersécurité, d'attaque, de piratage, d'espionnage industriel, etc. Et tout ça est un peu mélangé. Il faut arriver à serrer les problèmes et à les attaquer et à les attaquer en tranches de façon très pragmatique. On ne fait pas et on ne met pas en place la même infrastructure de sécurité pour répondre à des attaques en déni de service ou avec des ransomware, qu'en protégeant des données ultra sensibles d'une attaque faite par un État ou une agence quelconque. Et pareil, on ne se protège pas de lois de type Cloud Act comme on fait de la cybersécurité. Et donc tout ça, cette pédagogie, elle doit être bien comprise par le COMEX. Et alors justement, en termes de pédagogie, quel est le rôle du CIGREF? Vous êtes membre du CIGREF, qui est l'association des DSI. Le CIGREF joue un rôle évidemment très important sur ces différentes notions. Notamment, vous avez des travaux lancés autour du cloud de confiance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors j'étais membre du CIGREF quand j'étais DSI. Maintenant, je ne le suis plus, mais je suis de très près les travaux. J'aime beaucoup, moi, au CIGREF, et j'avais contribué à ces travaux en mon temps, la notion de cloud de confiance. Je la préfère à la notion de cloud souverain. Le cloud de confiance, ça vise à offrir une alternative aux Américains et aux Chinois, et donc une alternative européenne ou française, pour un certain nombre de données, un certain nombre de process qu'on souhaite véritablement sécuriser dans un écosystème au moins européen. Cette approche-là me paraît beaucoup plus pragmatique et réaliste que l'approche de cloud souverain où, en fait, ça ne serait pas une véritable innovation que d'essayer de copier et de mettre en place la version européenne de quelque chose qui marche parfaitement bien en provenance des États-Unis ou de la Chine. Je pense que là-dessus, on perd notre temps. Les investissements sont colossaux. Voilà, on n'aura jamais aujourd'hui l'équivalent. Et c'est pas grave.
Je pense que viser un cloud souverain, c'est pas l'enjeu qui doit nous animer demain. Viser un cloud de confiance, oui, pour héberger des données très spécifiques, des process, des applications. En revanche, là où l'Europe doit mettre l'effort, au-delà du cloud de confiance, c'est aussi sur toute la partie logicielle, software, application SaaS, où là, je pense que l'Europe est très très forte. On a d'excellentes compétences, notamment en France, pour faire des logiciels. Il y a un écosystème logiciel énorme, très très riche, très très innovant. Et là-dessus, on peut mettre l'accent, utiliser des solutions logicielles françaises ou européennes qui seraient hébergées ou pas dans le cloud de confiance européen, mais même s'ils sont hébergés chez les Américains, en tout cas la maîtrise de la donnée, la compréhension de la donnée, l'intelligence de l'application, elle est dans l'application. Elle n'est pas dans les couches d'infrastructure. Donc, je pense que là, il y a encore beaucoup de place à prendre. Il y a toute une bataille à mener autour du SaaS, d'une vraie offre complète de SaaS européen, plutôt que de s'attaquer à faire un IaaS, c'est-à-dire une infrastructure as a service européen qui n'aurait pas grand sens. Peut-être une question sur les stratégies multi-cloud, parce qu'on parle beaucoup, à partir du moment où on fait des analyses de risque sur les données, d'adapter ensuite le choix des solutions par rapport aux risques, et donc de stratégies multi-cloud où on utilise différentes solutions. C'est beau dans la théorie. Est-ce que dans la pratique, ça se met en place de façon efficace au sein des entreprises ? Alors, vous avez raison, c'est beau dans la théorie et c'est de plus en plus beau dans la pratique. C'est-à-dire que on assiste quand même en ce moment à quelque chose d'assez inédit. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus les trois grands acteurs du cloud public prôner directement des fonctionnements chez l'un ou chez l'autre. Donc aujourd'hui, Google ou Microsoft sortent des offres permettant de faire tourner des applications sur Amazon ou réciproquement chez l'un et chez l'autre, tout en faisant la publicité sur leur propre site. Donc c'est vraiment là, on commence à voir un écosystème et un fonctionnement assez inédit. Hein. On n'a jamais vu Oracle expliquer que ces logiciels pouvaient tourner sur SAP et vice-versa. Donc on sort un petit peu et on arrive dans un nouveau monde où les choses sont plus fluides et commencent à s'organiser mieux. Donc le multi-cloud, je pense, va devenir une réalité tangible assez rapidement par la volonté des fournisseurs qui sont plus dans une logique aujourd'hui de cloisonnement et de silotage, en tout cas beaucoup moins que les éditeurs legacy, historiques. Et ça, les approches multi-cloud qui étaient jusqu'à présent un petit peu par accident, c'est ce qu'on voit nous quand on travaille sur des stratégies de move to cloud. Les entreprises, elles sont multi-cloud par accident parce qu'il y a une BU qui a choisi un fournisseur et une autre BU un autre fournisseur, et puis on dit on est multi-cloud. Mais tout ça ne cohabite pas et ne se parle pas. Alors que maintenant, il est possible de mettre en place des véritables stratégies multi-cloud voulues et non plus subies. Merci Jean-Christophe. Retour sur le plateau, on va parler de nouveau de télémédecine avec vous, Franck. Et on l'a vu tout à l'heure, donc les solutions se déploient dans le monde civil. Est-ce que dans le monde militaire également, vous voyez des usages à terme de ces différentes solutions ? Oui, tout à fait. Nous avons déjà été contactés. Pour le moment, il n'y a rien de concret nous concernant, en tout cas avec le service des armées en France, un petit peu plus concret aux États-Unis, oui. Justement dû à cette période de Covid. Vous pouvez nous prendre des exemples, par exemple, de ce qui se passe aux États-Unis sur ces sujets ? Alors, il se trouve que
demandé d'aller les conseiller sur justement en quoi la télémédecine pouvait être utile pour la sécurisation des frontières, le suivi des troupes à l'étranger, puisqu'il faut imaginer qu'avec un dispositif cabine de télémédecine ou autre, vous êtes ici en France et vous pouvez aller soigner vos troupes où qu'elles soient sur le globe. Il suffit d'avoir une connexion à peu près correcte. Il faut savoir que dans la cabine avec un médecin formé, on va faire 99% de ce que le médecin généraliste ou spécialiste fait dans son cabinet. Donc on va quand même très loin dans la pratique. Donc après, on peut imaginer tout un tas de choses, que ce soit... d'abord, pardonnez-moi, ce type de dispositif, la cabine HKD en l'occurrence, peut fonctionner suivant deux modes. Un mode consultation que l'on a vu tout à l'heure, mais aussi un mode bilan de santé. En gros, vous entrez dans la cabine et en 10 à 20 minutes, suivant les instruments, vous ressortez avec un bilan médical complet, que ce soit ophtalmologique, auditif, certains tests sanguins comme diabète, cholestérol, PCR, etc. Donc même pour du suivi de pathologie, donc c'est extrêmement utile. Donc on va pouvoir avoir des usages à la fois sur le territoire national, dans des centres d'expertise médicale initiale, par exemple pour du screening ou du pré-screening ou du bilan de santé pour les nouvelles recrues, dans des centres médicaux où on peut, il n'y a pas besoin du coup d'avoir un ORL ou un ophtalmo sur place, on peut utiliser des compétences. En fait, le propre de la télémédecine, c'est de faire voyager une information de qualité et professionnelle plutôt que le patient ou le médecin. Donc, on voit qu'on peut amener des spécificités et des spécialités dans des lieux privilégiés ou alors dans des établissements autres. En fait, on met des points de santé là où il y en a besoin. Après, en dehors du territoire national, on peut imaginer dans des dispositifs terrestres qui sont déployés dans la durée, il y a souvent, dans tous les cas de figure, des médecins, mais là on peut faire de la téléexpertise en cardiologie, en dermatologie, en ORL, comme je le disais, en soutien aussi des populations, souvent, puisque souvent quand les militaires sont venus nous voir, ils nous ont dit c'est bien pour nous, mais ça peut être aussi utile pour des populations locales. Et enfin, quelque chose qui nous a été demandé notamment aux États-Unis, c'était le suivi des anciens militaires. Donc ça c'était quelque chose de très très fort. Donc voilà différents usages très concrets à mon avis qui peuvent être utiles. Mais bon, j'ai pas l'habitude, moi, de parler de choses à la place des autres. Généralement, on vient nous voir en nous disant « Est-ce que vous savez répondre à ce besoin ?» Et on dit oui ou non. Donc là, je n'ai fait que répéter ce que l'on m'a demandé et ce que l'on savait faire. Voilà. Merci. Et Camille, en fait, un peu la même question. Quid du télétravail dans les armées? Parce qu'on voit bien, on a bien vu ce que vous disiez, que tous les métiers, toutes les fonctions ne sont pas tous égaux devant le télétravail. Quelles pourraient être les applications pour les armées? Oui, alors, il se trouve que moi, personnellement, j'ai pas encore eu la chance de travailler pour le ministère des Armées sur ce sujet. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le point, justement, de l'éligibilité au télétravail et des critères, en fait, qui permettent de savoir ou pas si on peut avoir accès au télétravail, c'était déjà un point central pour les organisations avant. Et la difficulté maintenant, c'est qu'en fait, ces critères, quelque part, ils ont sauté. C'est-à-dire qu'avant, et d'ailleurs, dans un retour à la normale aussi, vous aviez des critères d'ancienneté, de statut. Typiquement, les alternants, par exemple, ne sont souvent pas éligibles au télétravail. De temps de travail, souvent les temps partiels n'étaient pas éligibles au télétravail. De métier, un cas typique que moi j'ai rencontré et qui posait souvent problème en interne, qui était mal vécu, c'est par exemple les métiers d'assistanat de direction qui souvent étaient exclus et que c'était très mal vécu en interne. Et là, finalement, la période aura eu peut-être ce pouvoir que de faire tomber un certain nombre d'a priori sur justement ces critères et ces métiers éligibles ou non au télétravail. Et donc toute la question qui va se poser, c'est quelles sont les leçons tirées par les organisations publiques ou privées de cette période? Est-ce que finalement on va assouplir beaucoup plus ces critères ou on reviendra quand même à des critères d'éligibilité un peu stricts, ce qui risque quand même de devoir être accompagné auprès des salariés, puisqu'on sortira d'une période où très majoritairement les salariés auront le sentiment d'avoir su faire, d'avoir su s'adapter, et que le télétravail, qui même juridiquement est un mode d'organisation du travail,
risque d'être ressenti comme un acquis, comme un droit acquis après cette période. Et donc, ça va être vraiment toute la question que d'accompagner cela. Et on peut même se poser la question dans le contexte qui malheureusement peut-être est devant nous, d'un marché de l'emploi un peu à la peine, d'un rapport de force un petit peu déséquilibré entre peut-être des employeurs qui vont vouloir cadrer, comme je disais, le télétravail, remettre des critères, et des salariés qui, eux, seront très désireux. Et on le voit dans les enquêtes de satisfaction, même avec toutes les difficultés que j'ai pu pointer précédemment, le télétravail reste très adopté et au moins partiellement, les salariés souhaitent pouvoir continuer d'y avoir accès. Et donc, la question, c'est comment on va expliquer demain que peut-être pas avant 6 mois d'ancienneté, peut-être pas sur certains métiers. Et donc, il va y avoir vraiment tout un chemin pour peut-être revoir certains de ces a priori ou, à l'inverse, parfois reposer des règles. Mais les secteurs sont quand même très inégaux devant le télétravail, puisque selon qu'on est dans les services de proximité, évidemment les forces de sécurité, les armées, enfin tout ne peut pas se faire en mode télétravail, heureusement. C'est évident, et on en a d'ailleurs beaucoup parlé pendant la période, avec d'un côté les métiers qui seraient essentiels à la nation versus ceux qui télétravaillent, qui sont peut-être un peu plus... il faut savoir qu'il y a quand même des employeurs qui ont pu avoir des politiques très volontaristes. Je pense notamment, et dans le secteur public, à la région Île-de-France, justement, qui a déployé massivement le télétravail, et qui, pour même ses agents de terrain, partait du principe que toute personne a forcément, même à la marge, même un petit peu des tâches administratives, de back-office, et que donc même peut-être une demi-journée par mois ou par toute quinzaine, ça peut faire l'objet de télétravail. Donc on peut, je pense, quand même aller assez loin en termes de signal dans la volonté de dire finalement que toute fonction peut, même à la marge, télétravailler. Mais évidemment, il y a des métiers, en tout cas en l'état actuel, piloter un avion ou ce genre de choses, pour l'instant, ça ne se fait pas à distance, c'est certain. Bien, je vous propose d'ouvrir peut-être le débat avec l'audience, l'assistance, qui est à la fois donc ici autour du plateau et puis en même temps en ligne. Et peut-être avec une première question que je vais poser à vous, Camille. On a parlé tout à l'heure avec Jean-Christophe de Zero Trust. Vous savez, le modèle Zero Trust, c'est-à-dire ce basculement du modèle d'un modèle périmétrique, donc avec un contrôle à l'entrée de l'entreprise, modèle qui a un peu volé en éclats avec l'entreprise étendue, avec des flux finalement qui circulent beaucoup plus. Mais le revers de la médaille, c'est que du coup on est passé à ce modèle zéro confiance qui est peut-être très souple, mais en même temps d'un point de vue social peut-être un peu plus compliqué, puisque c'est aussi une surveillance permanente du salarié, donc avec des enjeux juridiques, avec peut-être aussi un problème d'acceptabilité. Quel est votre regard là-dessus? Parce que finalement le télétravail va aussi peut-être aller de pair avec ce système un peu de surveillance plus forte du salarié. Le salarié étant à distance, par définition, il y a peut-être un certain nombre de statistiques ou de choses que les entreprises vont pouvoir mettre en place. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que cette question, on revient vraiment à mon propos initial, qui était de dire qu'on a expérimenté dans cette période un télétravail vraiment inédit. Précédemment, puisque le télétravail reposait sur le double volontariat et que donc il fallait une demande du salarié et un accord de l'entreprise à travers souvent le manager, l'encadrant. Toutes les études, les bilans, par exemple, quand on en faisait sur des entreprises ou des administrations qui déployaient le télétravail, montraient que le télétravail, justement, s'ancrait dans une relation de confiance. Puisque, moi, manager, moi, encadrant, j'accordais le télétravail en partant du principe que la personne allait savoir s'auto-organiser, aller savoir reporter à son encadrant, à ses collègues. Donc, et justement, les bilans, quand on demandait aux managers comment ils vivaient cette relation de télétravail, cette situation de télétravail, confortaient ce parti pris de dire que le télétravail créait un cercle vertueux autour de la relation de confiance. Et là, c'est peut-être quelque chose de nouveau, en effet, de la période. C'est-à-dire que puisque les entreprises et un grand nombre de salariés ont été finalement jetés dans le grand bain du télétravail sans prévenir, sans être préparés, sans qu'on leur demande leur avis, il y a pu avoir, comme ça, en réaction, une tentation de plus de contrôle qui s'est traduit par beaucoup d'exigence de se connecter pour de multiples visios, alors que justement le télétravail devrait permettre de développer l'asynchrone, c'est-à-dire de travailler sur les mêmes sujets, sur les mêmes dossiers, mais chacun selon ses contraintes temporelles, avec une certaine flexibilité. Et c'est pas forcément ça qu'on a vu apparaître, mais plutôt l'inverse. Donc finalement,
voilà, la tentation du contrôle peut-être a été une réponse, pas dans toutes les organisations, et je pense notamment à celles qui étaient les plus matures antérieurement sur le travail, n'ont peut-être pas eu ces écueils, mais en effet, ça a pu être une dérive. Et donc, mon sentiment, c'est que justement, en réintroduisant ce postulat de volontariat, c'est-à-dire que ça soit vraiment un acte positif de la part du salarié et de l'encadrement de dire c'est ok, tu vas télétravailler 2 jours, 3 jours par semaine, on va pouvoir retrouver des bases beaucoup plus saines de confiance. Maintenant, ça pose aussi la question de quelles seront les évolutions juridiques, du cadre juridique du télétravail. Et là, il y a des discussions en cours, notamment entre les partenaires sociaux, parce que on se rend compte que pour les entreprises aussi, recourir au télétravail plus massivement, ça va être aussi un moyen, par exemple, de gagner sur leurs coûts immobiliers. Et donc, peut-être elles-mêmes vont vouloir peut-être faire tomber aussi ce volontariat pour changer de modèle. Donc, tout ça va être amené à bouger et va devoir évidemment être suivi de près. Merci Camille. Peut-être une autre question là, qui nous est posée sur Gaia X, qui est cette initiative européenne. Jean-Christophe, vous êtes toujours en ligne. Une réaction par rapport à ce projet qui a été lancé récemment et qui associe plusieurs pays européens? Alors, oui, donc Gaia X, c'est pour l'instant deux pays européens, hein, c'est la France et l'Allemagne. C'est une initiative qui vient d'Allemagne, où on sait que les problématiques de souveraineté, de contrôle de la donnée sont extrêmement fortes. Gaia X, c'est un peu aujourd'hui une nébuleuse. C'est-à-dire qu'on a très vite catégorisé ça en on va faire un cloud souverain européen pour concurrencer les 3 Américains et le Chinois. Je pense que c'est plus large que ça. Comme je le disais tout à l'heure, à mon avis, le volet infrastructure a quand même peu de chances de trouver son marché. Et restera quand même une initiative confidentielle. Si dans Gaia X, on y met les couches hautes, où il y a de l'intelligence, où il y a du software, où on est capable de créer un véritable écosystème, là, ça rencontrera le marché. De toute façon, c'est comme d'habitude, hein, c'est le juge de paix sera le marché. Alors oui, il y aura des initiatives où on va réserver un certain nombre de marchés publics à cette initiative, mais rien ne résiste quand même à la qualité de service, au coût et au périmètre de ces solutions-là. Donc il y aura sans doute un coup de pouce avec des commandes étatiques. Mais si les softwares sont bons, si on arrive à faire vraiment une excellence avec nos spécificités européennes, oui, GAIX, ça peut marcher. Si ça n'est basé que sur de l'infrastructure et les couches basses du cloud, moi, je reste très dubitatif. Franck, peut-être un mot pour réagir sur le volet infrastructurel. Comment approchez-vous ce sujet chez H4D ? Alors, ça, on le délègue. Vous le déléguez ? Oui, parce que c'est pas à Orange, en l'occurrence, pour l'Europe, et aux États-Unis, Amazon, qui sont chacun dans les pays agréés pour justement collecter de la donnée médicale, puisqu'il y a différentes choses. D'abord, une partie de notre software est dans le cloud aussi, donc il faut qu'il soit sécurisé. Après, nous, on a toute une question de délai de réponse, etc., qui doivent être extrêmement réduits. Et en même temps, tout ce qui est la sécurisation des données médicales en elles-mêmes, le stockage. Voilà. Et puis après, il y a différents niveaux d'accès en fonction des personnes, des professionnels et des situations. Et alors, une petite question aussi on a posé la question à Camille, je crois, sur faire un petit peu de prospective et que va-t-il rester du télétravail après la crise, que va-t-il rester de la télémédecine après la crise. Vous avez évoqué un peu des pistes justement avec les États-Unis. À votre avis ? Là, on le voit en fait. Hein. C'est mon avis. Il y a quelques semaines, c'était que ça allait enfin être une brique
dans l'écosystème de santé et que ça allait être intégré. Et là, dans la réalité, bien, on voit déjà le prolongement en France du remboursement des actes. Donc la caisse d'assurance maladie a bien compris l'utilité et a bien vu qu'il y avait un service rendu fort pour les patients et que c'était accepté par les médecins. Donc les actes de télémédecine maintenant sont remboursés au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et on voit une tendance globale en Europe, même en Asie, aux États-Unis, justement, pour renforcer les prises en charge d'un côté, mais aussi, ça je trouve que c'est pas mal, mettre un cadre dans cette pratique, comme l'a dit tout à l'heure l'autre intervenant, Monsieur Delubac, il y a eu des usages de Skype, de Facebook, etc. Là, on peut imaginer toutes les dérives possibles sur l'usage des données. On en parlait à l'instant. Quand on fait de la télémédecine, on a quand même envie que ces données personnelles soient stockées dans des hébergeurs agréés et voilà, que pas tout le monde puisse y avoir accès. Oui, et ça, ça rejoint aussi un autre point que vous avez mentionné tous les deux un petit peu entre les lignes, mais la question du cadre juridique justement pour la télémédecine et la télétravail, où est-ce qu'on en est? Enfin, est-ce qu'on en est quelque part d'ailleurs? Enfin, je ne sais pas si c'est... Alors, dans le télétravail, comme je disais, il y a des discussions qui ont démarré. Évidemment, les syndicats voilà, ont suivi de près, comme je disais, cette expérimentation à grande échelle du télétravail. Il y a tout un tas de questions qui se posent. Par exemple, les obligations de l'employeur en matière d'équipement du poste de travail au domicile. La dernière évolution en date du cadre juridique du télétravail massif, elle datait des fameuses ordonnances Macron de 2017, qui avaient justement pas mal assoupli le cadre du télétravail pour justement donner un coup de pouce à la pratique, en notamment renforçant justement ce fameux télétravail exceptionnel pour faire face, alors on n'avait pas forcément anticipé le Covid, mais au pic de pollution, aux grèves des transports publics, etc. Donc il y avait pas mal de choses qui avaient été assouplies, et notamment l'obligation d'équipement par l'employeur. Là, on voit évidemment que la période peut-être va induire à avoir le réflexe inverse, et de dire c'est nécessaire qu'au domicile, un télétravailleur soit vraiment bien équipé et de bonnes conditions de travail de ce point de vue-là. Il y a autre chose qui, pour moi, est vraiment remis en question, c'est qu'aujourd'hui, la définition légale du télétravail, elle se fait en miroir de ce qu'on peut faire sur site. C'est-à-dire que c'est une activité qui aurait pu être exercée dans les locaux. Bon, c'est vrai qu'après cette période, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir cette définition en miroir si on bascule dans un modèle où finalement c'est le télétravail qui est presque dominant, qui se généralise. Et enfin, l'autre point qui est à suivre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la question du volontariat. Donc là, à mon avis, ça va... Voilà, est-ce qu'on le garde comme un point vraiment dur? Et donc, ça veut dire qu'un salarié qui ne souhaite pas le faire, il faudra lui donner les conditions de travail, voilà, soit dans des bureaux, soit dans un site de coworking, donc prévoir, ou est-ce que voilà, c'est quelque chose qui va tomber? Donc ça, voilà, évidemment, pour moi, même si le cadre juridique avait été assoupli en 2017, suite à cet épisode, il va y avoir une évolution. Alors, une autre question qui nous est posée, c'est sur le volet technologique. Quelles sont les technologies sur lesquelles vous travaillez pour demain? Intelligence artificielle, il y a aussi les sujets de réalité augmentée. Ce sont des sujets, j'imagine, sur lesquels vous avez une veille active. Comment voyez-vous la suite? Alors, déjà, il y a différents modules sur lesquels on travaille. Sans trop rentrer dans les détails, il y a certains types de capteurs que l'on va pouvoir rajouter pour être plus performant dans des spécialités comme l'ophtalmologie, voilà, qui nécessitent quand même une technologie de pointe. Donc ça, c'est sur la technologie dure. Après, il y a tout ce qui est l'aide aux patients et l'aide aux médecins, que ce soit de l'aide au diagnostic. Et là, on est plus dans de l'intelligence artificielle et on voit qu'on peut pousser les choses extrêmement loin. Aujourd'hui, je trouve que notre technologie chez H4D est la seule encore certifiée. C'est quand même 8 ans de boulot pour mettre au point tout ce dispositif. Donc ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais on a des data médicales qui sont qualifiées, qui sont fiables et qui sont reproductibles. À partir de là, on peut imaginer travailler sur des combinaisons. Si tel patient a de la tension artérielle, une certaine saturométrie, un certain âge, eh bien on voit qu'en combinant ça,
eh bien, on va avoir une valeur prédictive potentielle de facteur de gravité chez lui. Et donc, on va pouvoir l'aider à mieux être pris en charge. De même, on voit qu'on va pouvoir aider le médecin dans la prise en charge de ses patients. Là, on a installé un dispositif, je vais vous donner un exemple très concret, dans différents services d'urgence pendant la période de Covid. Et grâce à un gros travail, donc le résultat, ça a été des algorithmes de prise en charge. Les patients qui arrivaient donc en flux tendu aux urgences étaient pris immédiatement en charge dans la cabine, avant même de voir les infirmières et les médecins. Les paramètres pouls, tension, température, poids, taille et âge étaient donc mesurés chez les patients, et on a réussi à obtenir des indications extrêmement fortes et fiables de facteurs de gravité sur du Covid, en disant attention, ce patient-là, il n'a même pas le temps d'aller en salle d'examen, vous l'envoyez directement en réa. Enfin, donc on a pu mettre en place des services extrêmement rapidement de prise en charge de patients. Donc on voit bien que la technologie, que ce soit la technologie dure ou soft ou tout ce qui est intelligence artificielle, bien combinée, peut être d'une utilité extrêmement précieuse pour les patients comme pour les médecins. Et pour du suivi individuel ou collectif. Oui, c'est un point important, c'est en gros comment on arrive à accélérer finalement des processus physiques. Exactement, on peut faire soit du suivi individuel, c'est ce qu'on appelle la médecine bientôt personnalisée, et on peut imaginer qu'avec différents points, donc on a une donnée territoriale qui peut être utilisée à des fins de santé publique, et donc de veille épidémiologique. Oui, il n'y a pas d'opposition finalement entre les au contraire. deux aspects. D'ailleurs, sur le télétravail, je rebondis, mais on voit aussi qu'il y a des espaces de coworking qui se développent. Donc finalement, le télétravail, on peut aussi retrouver une certaine forme de sociabilité en recréant des lieux. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce sujet qui va un peu au-delà du télétravail, mais qui finalement en fait aussi partie? Oui, tout à fait. Alors, le télétravail en coworking était permis donc avant Covid dans la loi. Après, c'est une possibilité qui était encore relativement rarement offerte dans les accords d'entreprise, notamment pour des raisons de sécurité, des systèmes d'information, mais aussi de confidentialité toute bête. Quand vous passez un coup de téléphone, quand vous êtes dans un espace de coworking, je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds, mais il y a des espaces souvent très ouverts. Parfois, c'est pas évident justement d'aller passer des appels à l'abri, etc. C'était quand même une réalité qui se développait, notamment des chiffres justement des plateformes comme Neonomad, qui sont des agrégateurs en fait de plein d'espaces de coworking et qui vous permettent de réserver une place, disaient que parmi les entreprises qui offraient cette possibilité à leurs télétravailleurs, il y avait un taux d'adoption autour de 10%. Max, donc ça restait quand même quelque chose d'assez marginal, mais pour une raison simple, c'était que quand vous pratiquez le télétravail 1 à 2 jours par semaine comme c'était avant, vous ressentez pas forcément le besoin justement de vous recréer un environnement professionnel, ce qui va être peut-être un peu différent maintenant si le télétravail, dans un cadre où le télétravail est plus généralisé. Donc oui, on peut imaginer un scénario où les espaces de coworking trouveraient un nouveau public de télétravailleurs qui seraient en recherche de un peu sortir quand même de ce mode un peu confiné, d'être très, très souvent chez soi. Et puis on n'est pas tous égaux non plus face à notre logement. Est-ce que j'ai de la garde d'enfants à domicile? Est-ce que j'ai un ado, etc. C'est des problématiques qui sont apparues très actuelles pendant la période. Maintenant, il faut voir aussi que le maillage territorial des espaces de coworking en France, il est quand même très inégal. Si vous n'êtes pas dans un grand centre urbain, si on regarde par exemple la carte même des villes moyennes en France, là quand même vous avez moins d'offres. Et puis autre chose, du coup j'ai perdu mon idée. Oui, non, c'est qu'il va falloir aussi voir comment sortent de la crise aussi ces espaces-là, parce que leur modèle économique était quand même fragile. C'était des espaces, en tout cas pour les plus indépendants, qui étaient beaucoup soutenus par la puissance publique, et pour les géants, WeWork, vous avez tous entendu parler, je pense, des déboires qu'ils ont pu avoir. Donc voilà, encore faut-il que ces espaces survivent, trouvent un modèle, et on espère sortent renforcés par cette diffusion de télétravail. Merci Camille. Peut-être une dernière question qui nous est posée avant de conclure la table ronde. Oui, une question sur le BIOD, puisque finalement le télétravail, c'est aussi l'utilisation d'équipements qui peuvent être des équipements personnels. On a vu tout à l'heure que la diffusion massive d'équipements appartenant aux entreprises, aux organisations, pouvait poser des problèmes logistiques, et on l'a mesuré au moment de la crise. Du coup, les salariés
les travailleurs se rabattent vers des moyens personnels. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Pas le droit de le faire? Alors, il y a un point juridique, et puis on passera après au volet un peu plus technique avec Jean-Christophe et Benjamin. Sur le volet juridique? Alors, sur le volet juridique, justement, oui, c'était possible, et notamment depuis 2017, justement, de être sur un modèle BYOD. Ce n'est pas mal, vous le voyez, mon cœur d'expertise. Toutefois, quand même, l'essentiel des entreprises, en tout cas, qui avaient implanté une stratégie de télétravail volontariste avant la période, choisissent quand même d'équiper leurs collaborateurs de solutions permettant la mobilité, parce que d'abord, ça va dans le sens de l'histoire, même en interne dans les bureaux, on se rend compte qu'on est de plus en plus mobile, entre les salles de réunion, etc., qu'on est nomade, on va chez le client, le partenaire, le prestataire, que sais-je. Donc voilà, malgré tout, les entreprises, avant ça, préféraient, quand c'était possible, équiper leurs collaborateurs. Et à noter que, par contre, elles avaient une obligation d'informer justement leurs télétravailleurs sur le bon usage qui doit être fait justement des données de l'entreprise en situation de télétravail, possibilité d'imprimer ou pas, de détruire des documents à la maison, etc. Merci Camille. Peut-être Jean-Christophe ou Benjamin sur le volet un peu plus technique du BYOD. Si vous êtes toujours là, oui. Comment on l'approche? Ça paraît compliqué quand même d'autoriser un salarié à utiliser un device personnel qui, par définition, n'est pas forcément sécurisé. Comment on approche cela? Alors, à mon avis, avant de laisser peut-être parler Benjamin sur les aspects de sécurité, mais il y a plusieurs façons d'appréhender le BYOD. Il y a effectivement, je demande au salarié de s'équiper lui-même. Bon, là, Camille vient d'en dire un mot. Ça paraît quand même assez compliqué. Il faut quand même que l'entreprise fournisse les outils de travail. Maintenant, pourquoi c'est compliqué aujourd'hui le BYOD? C'est parce que justement, on n'a pas fait cette bascule vers les infrastructures, ou les architectures web, où toutes les applications sont pas mobiles, où il y a encore beaucoup de choses à installer sur les postes de travail, y compris les postes de travail marchent avec des upgrades ou des updates un peu massifs pour pallier des failles de sécurité. Aujourd'hui, il existe des solutions, elles sont souhaitables d'ailleurs, parce qu'elles rapprochent de plus en plus le monde du consumer, le monde du grand public avec le monde de l'entreprise. Et on voit aujourd'hui que vous pouvez très bien faire des virements sur vos comptes ou entre différents comptes, ou payer vos impôts en ligne, sans que, en BYOD justement, il n'y a aucun problème, et on ne vous demande pas d'installer des choses sur votre ordinateur, et on vous demande pas d'utiliser tel navigateur, tel PC ou un Mac ou un Chromebook pour payer vos impôts en ligne ou consulter vos comptes. Et donc, il faut arriver à faire fonctionner l'entreprise dans cette fluidité-là. Et le BYOD ne sera qu'une conséquence, en fait. Ça ne doit pas être un projet. Aujourd'hui, BYOD, c'est souvent un projet d'entreprise extrêmement complexe parce que on embarque dans ce projet toutes les contraintes de sécurité. Or, si d'abord on change l'architecture, si on rend toutes les applications accessibles de façon web et mobile, qu'on gère la sécurité en zéro trust et qu'on n'est pas obligé de se connecter à un VPN, et qu'on découple le hardware du software, le problème ne se pose plus et on pourra travailler avec n'importe quel objet de connexion. Benjamin, oui, je rejoins exactement ce que dit Jean-Christophe. Je pense que c'est, alors pour certaines entreprises et institutions, c'est une vision de demain. C'est ce vers quoi il faut tendre. Maintenant, la crise nous a demandé effectivement de réagir rapidement. Et le télétravail demande un cadre. Effectivement, il faut informer, comme disait Madame Rabineau, il faut informer les utilisateurs de ce qui va se passer, de comment on met en œuvre le télétravail sur leur poste. Effectivement, on arrive dessus de manière un peu intrusive. C'est un client, c'est protégé. C'est déjà protéger l'institution et puis essayer de les protéger eux en faisant un peu d'information. Et puis c'est conteneurisé.
essayer de vraiment isoler le monde professionnel du monde personnel sur l'utilisateur pour essayer de les protéger mutuellement. Hein. C'est de protéger aussi le monde personnel puisque la DSI prend une certaine main sur le matériel et il ne faut absolument pas qu'on accède à des données personnelles de nos usagers. Donc voilà, gros changement de pratique, sécuriser les deux environnements, conteneuriser et puis voilà, j'espère qu'à court terme, on arrivera à basculer effectivement dans un mode où on va se décorréler l'applicatif du matériel, effectivement. Et quid de solutions de type Citrix, par exemple? Elles ont été très utilisées dans le cadre de cette crise? Alors, elles ont été utilisées et décriées, hein, parce que forcément, Citrix, enfin, pour ce qui nous concerne, il y a d'autres technologies, hein, mais Citrix a été un pilier chez nous. Des failles sont apparues quelques mois avant, donc on a senti, je ne sais pas si c'était l'engouement en Chine sur la technologie, mais en tout cas, des failles sont remontées au courant décembre chez Citrix. Donc Citrix nous a permis effectivement d'isoler l'environnement personnel et professionnel, mais par contre pour éviter ces éventuelles failles, on l'a évidemment encapsulé dans un VPN et on a essayé d'éviter de pousser des portails publics en accès libre sur nos systèmes. Donc voilà, c'est essayer de faire un peu un mix pour arriver à sécuriser au maximum, quoi. Merci Benjamin. Écoutez, on arrive presque à la fin de notre table ronde. Avant de rendre l'antenne, comme on dit, je propose peut-être un dernier tour de table, une phrase de conclusion. On va commencer par vous, Franck, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on devra retenir de ce Covid en termes d'usage, de cette crise sanitaire massive en termes d'usage? Voilà, en un mot, deux mots. D'accord. En deux mots, comme vous l'avez dit, c'est une crise médicale, une crise sanitaire, une crise probablement sociale, mais qu'on trouve des solutions. Moi, je suis très optimiste sur le fait que... je parle pour la télémédecine, on a vu que c'était une des solutions pour aider les gens. À tous les niveaux, je suis certain qu'on trouvera des solutions pour travailler ensemble, en commun, pour soigner les gens. Donc, restons optimistes. Camille? Oui, un petit peu dans le même état d'esprit. Je crois ce qu'on peut retenir, en tout cas du point de vue des conditions de travail, c'est que c'est l'opportunité. Et ça, voilà, je crois vraiment, toutes les organisations le disent, l'opportunité pour... remettre sur la table tout un tas de fonctionnements, tout un tas de façons de faire, et le faire en écoutant les salariés si possible, avec eux, c'est mieux. Merci. Jean-Christophe et Benjamin en ligne. Jean-Christophe, si vous voulez bien, le mot de la fin, avant Benjamin. Alors, moi, il y a quelque chose dont on a assez peu parlé, mais vous le ferez peut-être dans une autre session. Je ne reviens pas sur le télétravail, etc. C'est aussi que cette crise Covid... elle nous a déjà impacté dans la façon qu'on a de faire du commerce. Et ça, dans les entreprises, ça va être un impact énorme. C'est-à-dire que tout notre modèle basé sur le libre-service, la rencontre, la proximité va être gravement impacté et durablement impacté par cette crise, hein. La distanciation sociale, il y a des choses qui vont perdurer. Et aller toucher à tout dans un magasin, faire de la consultation, de la palpation en médecine, etc. Tout ça, je pense, va nous faire repenser un certain nombre de comportements humains liés à la relation, et ça va être assez intéressant à regarder et assez passionnant à analyser. Merci, Benjamin. Bon, moi, en bon hospitalier que je suis, je vais me faire la voix de l'hôpital. Protégez-vous et protégez les autres. Merci beaucoup. Amélie, le mot de la fin peut-être? Non, merci à vous quatre pour ces mots de la fin assez optimistes et encourageants. Et merci à tous qui nous avez suivis, soit qui vous êtes déplacés, qui étaient là en présentiel, et aussi tous ceux qui nous ont suivis à distance. Je vous donne rendez-vous demain matin à la même heure et au même endroit pour le deuxième épisode de cette trilogie de webinaires qui demain sera consacré à la question des technologies qui sont derrière tous ces usages qu'on a cités aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus en attendant, je vous invite à aller consulter le site de l'Observatoire du monde cybernétique que nous animons également pour la cyberdéfense, et dont vous devriez trouver
les coordonnées ici et qui vous permettra également d'accéder au replay de cette session et à toutes les ressources documentaires complémentaires qui nous ont été communiquées par nos intervenants. Voilà, écoutez, encore une fois, merci à tous et à demain matin. Bonne journée et à demain.